Bonjour à tous. On est vraiment heureux de tous vous voir en grand nombre aujourd'hui. On va prendre quelques minutes juste pour attendre les autres personnes qui vont rentrer. Bonjour, je pense qu'on va commencer. Oui. Donc, aujourd'hui, on est ici pour le webinaire Le rôle du CIO en 2025, stratégie pour naviguer en période d'incertitude. Donc, je vais commencer par vous expliquer le déroulement du webinaire. Donc, c'est un webinaire d'environ 40 minutes. Il va y avoir des périodes de questions à la fin. Vous pouvez utiliser l'option Q et R que vous allez trouver dans le haut, juste en haut de l'image, pour poser vos questions. Puis, après l'événement, vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des questions supplémentaires, individuelles. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Puis, vous allez aussi recevoir l'enregistrement du webinaire par la suite. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Anita. Je suis coordonnatrice aux ventes et au marketing. Je suis ici aujourd'hui avec Eric. Je vais le laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour Anita. Anita, c'est une première pour nous, hein. C'est notre premier webinaire Oui. ensemble. J'en ai fait dans le passé avec mon collègue qui, pour certains sont au courant, nous a quittés il y a quelques mois. Donc, on va essayer d'y rendre hommage aujourd'hui. Donc, rapidement, mon nom est Éric Legault. Je suis associé et CIO sur demande au sein d'Efficio. Donc, Eric, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que fait Efficio? Oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Efficio, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus pour donner le temps au webinaire et aux questions. Notre site web a pas mal toute l'information, mais rapidement, FCO, selon moi, c'est un secret trop bien gardé que j'aurais aimé connaître quand j'étais en poste. On accompagne les dirigeants d'entreprise et les dirigeants TI sous forme de conseils stratégiques. Alors, ça va être autant les CIO, les dirigeants TI que les dirigeants d'entreprise, bien souvent les deux ensemble, à s'assurer que les TI sont vraiment en appui aux besoins et aux objectifs stratégiques des organisations. Donc, dans le volet planification, ça peut être des audits complets de la gouvernance des TI, de la gestion des cyber-risques qui est de plus en plus criant et important, on va en parler un petit peu tantôt. Mise en place de roadmap de plans numériques. Donc, c'est quelque chose qu'on fait aussi pour aider les entreprises à identifier les opportunités d'évolution, d'innovation, de transformation et de mettre ça sur feuille de route. Et les parcours au niveau de l'IA là, pour intégrer l'IA dans les entreprises. On va faire du conseil stratégique aussi, dirigeants TI, dirigeants cybersécurité sur demande, les fractionals, CISO, CIO, tous les termes que vous entendez, et le volet bureau du CIO, où on va appuyer les organisations, que ce soit dans
la gouvernance d'un bureau de projet, la mise en place d'un bureau de projet, l'acquisition d'un ERP. On va vraiment aller dans ces volets-là là, qui ont une connotation beaucoup plus stratégique pour vous accompagner dans votre organisation. Allez voir notre site web, là, il est très bien documenté, l'information est là. Super, merci. Pour l'agenda d'aujourd'hui, Eric va commencer par nous parler du contexte actuel et les impacts sur nos organisations. Ensuite, le rôle du CIO, l'alignement des TI avec l'organisation, la résilience et les opportunités, l'IA, bien sûr, et en conclusion, un call to action. Pour commencer, j'aurais une question pour Eric. Connais-tu avec toutes les situations actuelles, on parle surtout de ce qui se passe avec le président Trump. Quels sont les impacts que cela peut-il avoir sur nos organisations? C'est quoi ça fait, là, tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben en fait, c'est pour ça que notre webinaire parle de la situation en 2025, le contexte. Et on est dans un contexte d'incertitude, on est dans un contexte de crise, de guerre commerciale. On ne veut pas être alarmiste, mais on est dans un contexte de crise et qui peut être nouveau pour nous dans le temps contemporain qu'on est, sauf que des guerres, des crises, il y en a eu dans le passé, mais on dirait qu'on n'apprend pas toujours du passé, malheureusement. Mais qu'est-ce que ces situations-là amènent? Ils amènent de l'incertitude. Hein? Des choses qu'on considérait comme acquises sont maintenant remises en question. Donc, notre partenaire américain, qui était notre ami, notre partenaire commercial privilégié, tout d'un coup, cette fondation-là est remise en question. Et c'est toute l'incertitude que ça crée. Et pour répondre à ta question, Anita, les impacts, Oui. bon, on les voit sous 4 volets ou 4 angles au niveau des organisations selon les lectures qu'on fait en passant et beaucoup, beaucoup avec les discussions avec nos clients. Le premier volet, c'est la pression financière. OK? On entend beaucoup, il y a une crainte d'inflation, il y a même une crainte de récession. Hein, beaucoup d'économistes, l'économiste de Desjardins la semaine passée encore, qui s'ajoutait au concert de crainte d'inflation à venir et possiblement de récession. Alors ça a un impact évident au niveau de mon organisation. Pour avoir un accès plus difficile au crédit dans certains cas. Il y en a qui ont évidemment des renouvellements de crédit. Il y a du resserrement bancaire qui risque de se faire. Dans certains cas, on arrive peut-être au mauvais moment de ce renouvellement-là. On voyait une petite tendance de la baisse des taux d'intérêt. Super le fun à voir quand ton hypothèque est due pour être renouvelée. Sauf que là, on voit les responsables des banques, des grands pays, se questionner. Donc, il y a un stress, il y a une pression qui arrive ici. L'impact sur l'augmentation des coûts. On donne l'exemple lié aux importations avec le mot préféré, comment il dit ça, en tout cas un des plus beaux mots du dictionnaire qui dit, là, le président Trump, là, les tarifs, mais les augmentations de coûts, l'impact direct sur l'OPEX au niveau de l'importation dans certains cas, peut-être au niveau de la vente aussi, selon votre secteur d'activité, selon les pays avec qui vous faites affaire, mais il y a une augmentation qui va toucher directement l'OPEX des organisations à géométrie variable, mais c'est une réalité qui est là quand même. Et une révision à la baisse des prévisions de croissance et d'investissement. On le voit beaucoup, il y a beaucoup d'études qui disent, bon, le Canada, le Québec innovent pas assez. La situation est rien pour aider, là, parce qu'il y en a beaucoup là, qui, en bon français, hein, vont mettre le pied sur le frein, vont mettre le pied sur le break au niveau des investissements là-dedans et des attentes de croissance. Ça m'impacte dans mon organisation, mais ça impacte la chaîne, l'écosystème au complet, mes partenaires, mes fournisseurs, mes clients. Ce qui nous emmène au deuxième point, Anita, des impacts, la deuxième famille d'impacts qu'on pourrait dire sur nos organisations, qui est la chaîne d'approvisionnement, qui est carrément mise au défi présentement. Certains ont une dépendance critique à certains fournisseurs, certains pays. Donc, ça joue dans nos façons de travailler depuis des années.
Certaines entreprises nous disent qu'il faut revoir notre stratégie d'approvisionnement, que ce soit par, on va rapatrier la production, peu importe, la régionalisation, la diversification. On entend les grands penseurs, je ne veux pas être péjoratif ici, mais les grands penseurs publics ou dans les médias que les organisations, il faut qu'ils revoient leur marché, diversifier, aller en Europe, il y a des belles opportunités. Oui, mais quand ça fait 50 ans que tu vends tes poignées de porte aux États-Unis, puis 80% de ton marché il est là-bas, les entreprises nous le disent dans les médias, on ne change pas ça comme ça. Donc, la chaîne d'approvisionnement est nécessairement mise aussi sous pression. C'est le deuxième impact. OK, c'est super intéressant, mais toi, tu le sais, moi, je suis une fille de RH. Je ne suis pas du milieu des TI. Fait que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens, la main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe avec la main-d'œuvre? Oui. La question est bonne, puis on y a réfléchi ensemble, hein, Anita, avec ton expertise du secteur des ressources humaines. On dit toujours que nos employés, nos gens sont j'aime pas le terme, là, mais notre capital le plus important. J'aime pas ça parce que ça fait trop actif, mais on reconnaît que nos gens, nos employés sont ce qu'il y a de plus important dans notre organisation. Il faut être vigilant, garder l'œil ouvert et ne pas minimiser l'impact sur nos gens. L'impact qu'il y aura sur nos gens qui va se répercuter dans mon organisation. Par exemple, ceux qui ont des conventions collectives qui s'en viennent, là, OK? L'inflation qui est annoncée et tout, oh là là, est-ce qu'il y aura une pression accrue sur les salaires, les demandes salariales, les conditions vont changer? C'est une pression que mes employés vont m'emmener directement ou indirectement. Un autre volet, la mobilité au niveau des voyages d'affaires, par exemple. On voyait, je pense que c'est la semaine passée qu'on voyait, je ne me trompe pas, c'était Air Transat ou Air Canada, là, j'oublie, qui disait qu'il voyait vraiment une baisse des bookings de voyages d'affaires. Ça impacte l'écosystème. Mon organisation, ça l'impacte parce que certaines entreprises, certains secteurs d'activité, c'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail, hein. Elle est réparée, un équipement de manufacturier d'aluminerie en Chine, ça se fait bien mal en team, ça. La réalité augmentée pourra nous aider là-dessus. On va parler d'opportunités tantôt, sauf que c'est une réalité qui est là et qui a un impact nécessairement et sur la façon de travailler de mes gens. Le dernier point, Anita, puis je pense que cela nous touche particulièrement, nous deux, là, je pense qu'on a beaucoup d'empathie pour l'humain, les risques psychosociaux. On l'a connu avec la pandémie, la COVID, hein? Oui. Le stress, l'anxiété que les gens vivaient dû à l'incertitude. Hein? Un acquis qu'on avait, j'avais plus besoin de demander la permission à personne de sortir dehors, puis là, je suis rendu qu'on ne pouvait même plus sortir dehors. L'incertitude que ça amène, ça génère de l'anxiété chez les gens. On a l'anxiété aussi qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup là, reliée au changement climatique et tout, les plus jeunes d'ailleurs, qui sont très sensibles à ça, avec raison, soit dit en passant, selon moi. Donc, le contexte actuel de guerre commerciale dans lequel on se trouve en 2025 va emmener un stress, une forme d'anxiété chez certains de mes employés. Et ça va m'impacter dans mon organisation. Peut-être certaines organisations vont dire, ouais, mais moi, j'achète au Québec, je produis au Québec et je vends au Québec. Donc, je ne suis pas impacté par ça. Good for you, c'est possible. Sauf que mes employés, ils ont des conjoints, de la famille, qui peut-être, eux, sont impactés. Et dans certains cas, des pertes d'emploi, on a vu des coupures qui sont annoncées un peu. Donc, peut-être mon organisation, non, il n'y a pas de stress avec ça. Mais je peux avoir une ressource à la maison, il passe de 2 à 1 salaire. On est ailleurs à ce moment-là. Le dernier point, c'est la transformation numérique. Hein? On n'arrête pas de le dire, on innove pas assez au Québec, transformation, innovation, on n'est pas là, les études n'arrêtent pas de le répéter. Je ne veux pas revenir là-dessus, là, parce que je trouve ça tellement pessimiste. Malheureusement, les chiffres semblent démontrer que c'est vrai. Ben là, le contexte fait en sorte, on disait tantôt, hein, peut-être les entreprises mettent le pied sur le frein. Dans mon organisation, mon écosystème peut être impacté par ça. Soit des projets que moi je reporte, je reconfigure, ou que mes partenaires font que j'attendais. C'est un maillage. Hein? On a les entreprises dans les années qu'on est aujourd'hui, c'est vraiment un maillage, un écosystème. D'autres projets qui peuvent être revus,
pour augmenter la résilience à ce moment-là. Dans le contexte qu'on est, on veut peut-être être beaucoup plus résilient, se recasser sur différentes choses, revoir des projets qui auront un impact plus important sur la résilience à adresser. Donc, c'est les quatre grandes familles, hein, Anita, là, qu'on voyait là, d'impact possible sur l'organisation là, qui donne un peu le picture de comment je peux vivre dans mon organisation et que mon organisation vit le contexte actuel. OK. Le contexte est vraiment plus clair maintenant. On comprend mieux ce qui se passe en 2025. Mais dis-moi, c'est quoi, justement, dans ce contexte-là, le rôle du CIO? Euh, Ouais. Concrètement, qu'est-ce que le CIO peut faire? Ben, c'est l'objectif du webinaire. Fait qu'on est rendu là après 25 minutes de démarrage. Bon, on dit le CIO, le Chief Information Officer, prenez-le de la définition que vous voulez, le dirigeant des TI, le directeur des TI, le VP des TI, le chef des TI. Hein. Euh, je pense que pas je pense, là, pour l'avoir vécu, pour en côtoyer, pour travailler avec des dirigeants TI dans les organisations, le dirigeant des TI a un rôle particulier, une posture particulière dans l'organisation. Pourquoi? C'est probablement le rôle, là je parle des TI en tant que tel, qui est le plus transversal dans une entreprise. OK? J'ai une bonne amie qui est justement en HR, Anita, puis qui me disait, oh, 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 les HR aussi, on est transversal dans l'organisation. Oui, tout à fait, mais je n'interagis pas avec les HR nécessairement, le département des ressources humaines, à tous les jours. Les TI, tous les employés s'enfargent dans les TI à tous les jours. Une expression qu'un client me disait récemment. Donc, ce que ça emmène le CIO dans une posture transversale qui donne des moyens qui doit tirer profit nécessairement à l'intérieur de la situation actuelle, qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais c'est quoi le rôle vraiment du CIO? C'est quoi un CIO? Je pense que c'est important de revenir à cette base-là. Mon chef DTI, c'est un dirigeant de l'entreprise. C'est un dirigeant exécutif, un dirigeant de haut niveau, mais au même titre, et là, je vais peut-être choquer quelques personnes, je m'en excuse, mais on y croit fondamentalement chez Efficio. Au même titre que mon chef des finances, que mon chef des ressources humaines, que mon chef des opérations, je dois avoir un chef des technologies dans mon organisation. On entend beaucoup que les TI, hein, ça doit être la locomotive de mon organisation, c'est stratégique dans mon organisation. Ben, ça reste quelque chose qui est quand même relativement complexe et je dois avoir quelqu'un qui a le rôle de leadership à ce niveau-là. Donc, c'est ça le rôle du CIO. Hein, rapidement, ses responsabilités, Anita, vous les connaissez, puis je ne veux pas lire tout le texte, mais il doit aligner les systèmes avec les objectifs stratégiques, s'assurer que l'infrastructure elle est pérenne, elle est fonctionnelle, elle est disponible. Il va gérer les risques de responsabilité. Il y a un budget à gérer, OPEX, CAPEX au niveau des investissements. Bien souvent, il va piloter des initiatives de transformation digitale pour mon entreprise. On parlait de plan numérique tantôt, il y a un rôle important à jouer là-dedans. Il va amener, il va et il doit assurer l'innovation aussi pour aider mon organisation à toujours grandir, à performer. Il gère du staff, il gère des talents et c'est un support important à la décision avec toutes les données qu'on génère et qu'on lui confie. Donc, en gros, hein, c'est vraiment un pont essentiel entre toute ma capacité technologique en appui à ma stratégie d'affaires. Donc, on trouvait important de revenir vraiment sur le rôle du CIO là-dedans. Au final, moi, en effet, au final, j'avais oublié cette phrase-là qui est tellement importante. Au final, merci Anita, euh, c'est un leader, mais son leadership, c'est quoi? Ben, c'est un acteur stratégique de transformation des technologies hein, pour aider dans la croissance et l'innovation de mon entreprise. Donc, on met la table ici juste pour revenir sur le rôle du CIO qui va être utile pour la suite de notre argumentaire là-dedans. Cette page-là, plusieurs la connaissent. Le People, Process and Technology, ça résume bien aussi le rôle du CIO, du chef des TI. Hein. C'est un jongleur à trois balles. Il doit jongler avec ces trois balles-là constamment, mon chef des TI. C'est sûr qu'il va s'occuper de la technologie, mais comme on disait tantôt, qu'est-ce qui est important dans mon organisation? Surtout
mes gens. J'ai des gens dans mon organisation. Ils ont des rôles, ils ont des tâches, des responsabilités. Ils exercent ces tâches, ces rôles, ils assument ces responsabilités-là, nos gens, avec des processus très bien définis, pas définis par tout. Hein? Ça peut être des réflexes ad hoc, mais dans tout ça, ils suivent des activités, des façons de faire, des processus. Ces processus-là, ils utilisent la technologie. OK? Il n'y a pas un processus aujourd'hui dans une organisation qui n'a pas de technologie. Quand on dit, ah, moi, dans mon organisation, on est full manuel, on entend ça. Ben, une organisation qui est full manuel aujourd'hui, c'est quoi? C'est du courrier et du Excel. Il y a de la technologie en tabarouette en dessous de ça aussi. Donc, mon chef d'équipe doit constamment jongler avec ça, mais il a, de par son rôle transversal, une vue sur tout ça. Donc, il est capable de voir les processus qui sont déficients, qui font mal, que peut-être mes gens ne comprennent pas ou qui ne sont pas adaptés aux gens dans l'organisation. Et ces processus-là, est-ce que je fournis adéquatement la technologie pour les aider? Et est-ce que mes gens connaissent bien la technologie pour jouer, pour vraiment tirer profit de ces processus-là et toujours nous améliorer et de bien exercer nos rôles, nos imputabilités, nos responsabilités dans l'organisation. Donc, le CIO a cette, de par son profil, comme je disais tantôt, de par sa posture de l'organisation, il voit tout ça, lui, et il doit jongler constamment avec ça. OK, fait que dans le fond, on parle surtout de gérer de la résilience. Ça amène souvent à des opportunités. Donc, c'est quoi que le CEO il peut faire concrètement pour assumer son rôle de leader? Ben, c'est justement en 2025, la situation dans laquelle on est, le CIO doit gérer de la résilience, mais est aussi un vecteur d'opportunité. Alors, si on commence avec la résilience, euh, qu'est-ce qu'il doit faire dans le contexte actuel? Ça me ramène une anecdote que je raconte rapidement, là, le temps avance, là, mais je me rappelle dans mon expérience, une organisation pour laquelle je travaillais, on était à livrer un très gros projet. C'est un projet d'infrastructure technologique dans des entrepôts, puis c'était vraiment stratégique. Et le projet était parti tout croche et on s'en allait carrément dans le champ. Et le patron nous a, on va mettre le terme un peu à la mode, nous a enfermés un peu dans une salle comme un conclave pour réaligner cette histoire-là, de ce projet-là, qui s'en allait, en bon français, carrément dans le mur. Et là, on imaginait des scénarios, et là, on était 5-6 au tableau à faire des dessins, puis le patron ne disait rien, puis à un moment donné, il a levé le ton, il dit là, taisez-vous, asseyez-vous. Il dit là, c'est le chaos total. Tout le monde est all over the place, on ne sait pas où on s'en va. Rappelez-vous pourquoi on fait ce projet-là. Et là, il nous a ramenés à la base du projet, la genèse du projet. Et moi, cette expérience-là m'a toujours servi, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, revenir à la base. Donc, revenir à la base, je pense que c'est le concept que notre dirigeant TI aujourd'hui doit faire, OK, pour assurer la résilience, qu'on va détailler un petit peu, mais aussi voir les opportunités. Et comment il va faire ça? On doit revenir avec l'organisation. Je suis un leader dans mon organisation. Je dois être un leader dans mon organisation. Alors, je reviens avec la direction. Est-ce que le contexte actuel, est-ce que la crise actuelle, est-ce que la guerre commerciale actuelle a un impact sur la mission de notre organisation, sur la vision de l'organisation? Est-ce que nos objectifs stratégiques qu'on a déterminés il y a 6 mois, 1 an, 2 ans sont impactés? Est-ce qu'ils changent? Parce qu'en tant que dirigeant TI, hein, les TI sont en appui à l'organisation. C'est un moyen à l'organisation. Ce n'est pas une fin en soi, les TI. Là. Le soleil ne tourne pas autour des TI. Là. Mais si je veux bien assumer cet appui-là, à le développement de mon organisation et la stratégie de mon organisation. Dans le contexte actuel, on doit revenir à la base et s'assurer qu'on a tous le même langage et la même compréhension de la situation. Ma mission, ma vision, mes objectifs, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que mon contexte est impacté? Concurrentiel, réglementaire, légal? Une fois que j'ai fait ça, et si ça n'existe pas dans votre organisation, provoquez-le, cette discussion-là. Provoquez-la, excusez-moi, cette discussion-là pour vraiment revenir et se recentrer, se refocuser. Une fois que j'ai ça, là, en tant que chef TI, là, je vais aller actualiser ma feuille de route.
Pour le volet résilience, parce que j'ai une responsabilité de la résilience, de la capacité technologique de mon organisation, et avec le contexte qui peut et a probablement quelque part impacté mission, vision, objectif, contexte, est-ce que mon architecture technologique est toujours en mesure de répondre à ces éléments-là qui sont impactés par le contexte? Peut-être que je dois offrir de la disponibilité additionnelle parce qu'il y a des, je ne sais pas, des chiffres qui ont changé dans l'usine, dans l'entrepôt, peu importe. Est-ce que mon architecture respecte ça? Dans la crise actuelle, puis on parle de cyber-risque après, est-ce que mon plan de relève est à jour? Est-ce que mon plan de relève a été testé récemment? Est-ce qu'il est actualisé? Ma gestion des cyber-risques, hyper important et encore plus important. J'aime pas le dire, mais on est en guerre peut-être. Puis on lit les nouvelles, des attaques, il y en a une et une autre, et ce qu'on voit, c'est juste la pointe de l'iceberg. Donc, au niveau résilient, je dois m'assurer qu'à ce niveau-là, je suis cohérent avec le contexte qui a impacté mon organisation. Et est-ce que ma structure organisationnelle et mon budget sont toujours en ligne? Se questionner sur sa structure organisationnelle, on doit le faire tout le temps. Sauf que là, dans le contexte qu'on est-ce que j'ai encore les bonnes ressources, les bonnes expertises, compétences pour adresser le contexte actuel? Donc, ça, c'est le volet résilience. Maintenant, au niveau des opportunités, c'est le quatrième élément sur lequel, en tant que dirigeant TI, avec la position que j'ai dans l'organisation, avec la visibilité que j'ai le devoir, parce que c'est sûr que je les vois, de lever on va dire le drapeau, hein, lever les flags sur les initiatives potentielles qui peuvent emmener de la transformation, de l'innovation, utiliser la situation actuelle à notre avantage. En tant que CIO, je fais partie de ceux avantageusement dans l'organisation qui ont la visibilité pour identifier ces opportunités-là. OK, puis c'est quoi que le CIO il peut faire, sur quoi vraiment il doit se concentrer en matière de résilience et d'opportunités? Ben, ça, peut-être un peu revenir sur ce qu'on disait. Tu peux peut-être mettre le bloc résilience sanitaire, un peu sur ce qu'on disait. Au niveau de la résilience, gestion des cyber-risques. OK? Il y a beaucoup d'attaques de plus en plus sophistiquées. Il y a une guerre. On entend dans les médias, on avait entendu encore hier avec une plateforme du milieu de l'enseignement. On doit s'assurer que notre gestion des cyber-risques, notre niveau de vigilance est peut-être plus élevé. La sécurité de nos enseignements, la sécurité de nos données. Il y a une loi 25 là, ça sonne une cloche à tout le monde, ça. Mhm. Puis la loi 25, c'était pas juste de faire un projet pour mettre en place les requis, hein. Les requis demandaient des suivis constants, périodiques, à intégrer dans mes processus. Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que c'est à jour? Est-ce que je suis assez mature là-dessus? Gestion des accès, s'il y a des changements dans mon organisation, je dois revoir les accès. Si mes processus de gestion des accès sont, disons, un petit peu boiteux, c'est peut-être important de rehausser ça aussi. Comme on disait tantôt, l'état de mon infrastructure technologique, j'avais une dette technologique. On a toute une dette technologique, on va se le dire, là, OK, puis qu'on assume, il y a des choses qu'on gère, puis on l'accepte. On en met un petit peu en dessous du tapis des fois parce qu'on fait des choix, bon, c'est correct. Mais est-ce que ce que je mets en dessous du tapis, là, je dois peut-être le ressortir, l'adresser plus vite dans le contexte actuel? Question à se poser. La disponibilité attendue des systèmes, est-ce que je suis encore en adéquation avec les objectifs que je dois, de disponibilité que je dois fournir à mon organisation et mon plan de relève? Anita, on présentait la semaine passée là-dessus, le plan de relève très, très important d'avoir ça pour assurer Oui. la résilience. Au niveau des opportunités, hein, il faut recadrer nos opportunités, nos Les priorités. priorités. Hein. On parlait tantôt de notre feuille de route. Je pense que c'est bien important de recadrer nos priorités, là. On est revenu à la base, on s'est re-questionné mission, vision, objectif stratégique, ma feuille de route. Et là, je dois recadrer mes priorités pour être en adéquation avec ça. Et avec ça, je vais identifier des opportunités aussi. Optimiser toutes mes capacités. En période de crise dans laquelle on est,
il ne faut pas minimiser. On a parlé tantôt de l'impact sur les gens, le volet un petit peu plus stressant là-dessus, là, d'anxiété que ça peut causer. Mais on a des gens qui performent dans ces moments-là aussi et qui peuvent emmener beaucoup de valeur à identifier des opportunités. C'est le temps là, d'aller marcher le terrain puis d'aller jaser avec nos gens. Et nos contrats, nos partenaires, il y a des opportunités là peut-être qu'on va aller chercher. Donc, beaucoup d'opportunités d'innovation, d'amélioration de la capacité. On a la visibilité de par l'effet transversal de notre rôle, les dirigeants TI. C'est important d'assumer ce rôle-là et d'emmener de l'eau au moulin dans les opportunités dans le contexte actuel pour nos organisations. Et l'info nuagique et l'intelligence artificielle en sont deux que nous, on discute beaucoup avec nos clients. Il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. L'info nuagique peut être une belle opportunité d'optimisation et l'intelligence artificielle est probablement le gros driver, là, sans faire de cachette et de surprise à personne. On a une slide juste là-dessus. Mais l'intelligence artificielle, là, c'est un outil qu'on a dans notre coffre à outils aujourd'hui dont il faut tirer profit nécessairement dans les opportunités à identifier. J'aime beaucoup l'idée de saisir les opportunités, mais j'aimerais ça avoir des exemples. As-tu des exemples? Des exemples qui me viennent en tête, en fait, j'en ai quelques-unes. On peut se rappeler durant la COVID, Zoom. Moi, je vais être bien honnête avec vous autres. J'avais beau être un dirigeant TI à ce moment-là, là, quand que la COVID est arrivée, Zoom, j'avais entendu parler de ça, mais plus ou moins. Et ils ont tiré profit par la force des choses. Ils ont eu des défis, la compagnie Zoom. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, souvent, ça devient quasiment un verbe. Là. Tu sais, on va zoomer là, pour se parler. Donc, ils ont su tirer profit de la crise à ce moment-là. Je penserais aussi, Anita, à Airbnb. Les garçons, ben les garçons, c'était des jeunes à ce moment-là là, qui ont fondé Airbnb. Dans leur livre, ils expliquent bien la genèse de l'idée d'Airbnb. Et c'est bien simple, c'est deux jeunes à San Francisco qui n'étaient pas capables de payer le loyer. Et ils se sont dit, je ne suis pas toujours chez nous. Si j'avais l'opportunité de le louer le week-end que je suis parti, je pourrais avoir un peu de revenus avec ça et là, ça m'aiderait à payer mon loyer. Donc, vous voyez, il était dans une situation là, où c'était pas facile et au lieu de se résigner à la situation, eux ont tourné ça en opportunité. Puis Airbnb, ben, on sait ce que c'est aujourd'hui. Même affaire avec, même exemple au niveau de Uber, hein, Uber, là, le service de transport. On peut débattre de l'éthique de tout ça, mais comment c'est né? Deux jeunes qui étaient dans une conférence technologique à Paris, puis qui n'arrivaient pas à appeler un taxi. Puis ils se disaient, voyons donc comment, dans les années qu'on est, je ne suis pas capable d'avoir un taxi, alors qu'il y a plein d'autos qui passent en avant de moi. Il y a quelqu'un qui pourrait m'emmener de mon point A au point B. Et c'est de là qu'est arrivée l'idée de se dire, ben, ça va faire l'affaire de certaines personnes. Leur automobile ne sert pas beaucoup. Hein, on le sait que nos autos ne servent pas beaucoup. Ben, d'aller chercher un petit revenu avec ça. La technologie permettait d'emmener les commandes avec le téléphone et tout. Donc, je pense que c'est des beaux exemples. Aujourd'hui, on en rit, on regarde ça, wow, c'est drôle. Mais à ce moment-là, ils ont su tirer profit de situations qui étaient de l'incertitude, qui était un peu un stress pour eux. Je pense aux gars qui avaient de la misère à payer le loyer. Moi, ça me stresserait sérieusement. Et de mettre ça à profit. Donc, ils ont vu le verre à moitié plein, hein, au lieu de voir le verre à moitié vide. Des exemples comme ça, Anita, qui Ah, vient elles en sont tête. vraiment bonnes tes exemples. Pour vrai, j'avais jamais entendu l'exemple de Airbnb puis de Uber non plus. Puis Ouais, je trouve ça vraiment le fun à entendre, là. ouais, ouais. Tu as parlé de IA. Est-ce que c'est vraiment une opportunité? Big time. Big time. Euh, En février dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, le BCG, le Boston Consulting Group, la branche canadienne, une firme d'études BCG, là, pour ceux qui ne connaissent pas, là, vous pouvez même vous abonner à ça. Ils ont des newsletters, là, des infolettes gratuites. Puis c'est vraiment inspirant, vraiment intéressant, une espèce de think tank d'idées à la Gartner, ces choses-là. Et en février, la branche canadienne a publié un petit document très bien imagé, vraiment bien fait. Ils ont fait un travail extraordinaire.
qui revenait encore une fois sur les enjeux d'innovation et d'innovation de transformation. Au Canada, au Québec, on n'innove pas et tout. Et il identifiait six éléments qui devaient être pris en considération, qui devaient être utilisés par les organisations pour revirer la tendance, hein, pour changer la tendance. Et l'intelligence artificielle, évidemment, en était une, et il documente bien. Le Conseil du patronat du Québec, à l'automne dernier, vous irez voir ça, en fait, un super beau document où la genèse du document était justement encore ces histoires-là là, de manque d'innovation et tout, et pourquoi que les entreprises n'utilisaient pas, n'intégraient pas l'IA chez eux, ne le voyaient pas comme un outil dans les opportunités. Donc, c'est documenté chez nous. Puis là, je ne parle pas d'études d'un peu partout. Là. Je suis au Canada, je suis au Québec. Là. C'est documenté, c'est là. L'intelligence artificielle, on ne fera pas un meeting là-dessus. Là. On en a déjà fait, puis c'est pas le but de la rencontre. Mais je pense que c'est un outil dans notre coffre à outils qui n'était pas là avant, qui n'était pas là avant l'automne 2022, là. Mais il est là Mhm. présentement. Il se développe à une vitesse extraordinaire. C'est assez phénoménal. Les gouvernements mettent de l'argent disponible pour nous aider. Il y a des subventions disponibles. Le programme ESSOR, là, qui a été renfloué, là, on a fait ça la semaine dernière. Donc, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher du cash en bon français et de voir qu'est-ce que l'IA peut faire dans mon organisation. Et là où je vois des endroits qui se font mal et où je dois adapter mon organisation dans le contexte actuel, posons-nous la question, il n'y a pas un petit quelque chose d'IA qui ne pourrait pas m'aider là-dedans, ne serait-ce que l'intelligence artificielle générative, qui devient vraiment un assistant. On voit beaucoup de commentaires et d'expériences qui sont exprimés par des dirigeants d'entreprise qui l'utilisent de cette façon-là. Euh, pour l'intégrer dans notre organisation, par exemple, OK, on doit l'adopter, on doit l'apprivoiser dans certaines organisations et ensuite l'adopter, le faire de la bonne façon. De la formation sur l'utilisation de l'IA, de la sensibilisation sur l'utilisation de l'IA, c'est important. Le volet éthique, peut-être que dans mon secteur, dans mon entreprise, ça a une connotation encore plus importante que dans d'autres, mais peu importe. S'assurer que nos gens sont sensibles à ça, à la sécurité de l'information. Je ne mets pas n'importe quoi là-dedans. Selon le modèle d'IA qu'on offre à l'interne, des directives d'utilisation peut-être à publier auprès de vos employés. On veut, on veut pas freiner l'innovation avec l'IA. On ne veut pas empêcher nos gens de l'utiliser, mais on veut s'assurer qu'on a juste les bénéfices, qu'on n'a pas les désavantages qui peuvent être liés à de la fuite d'informations puis de mauvaise utilisation et de faire attention aux biais et à l'interprétation. Bref, juste pour l'IA, là, mais c'est nécessairement un outil extraordinaire à notre portée aujourd'hui. Pour terminer, c'est quoi les actions à prendre pour un CIO en 2025? Ben, on revient, on résume à revenir à la base, le contexte actuel d'incertitude dans lequel on se trouve, comment il impacte mon organisation au niveau de ma mission, ma vision et mes objectifs. Donc, moi, en tant que dirigeant TI, je dois m'assurer que je comprends bien comment mon organisation elle est impactée. Donc, je suis un leader, je dois prendre l'initiative de les diriger, de les discuter, pardon, avec ma direction pour aller actualiser ma compréhension de la situation actuelle dans mon organisation. Une fois que j'ai ça, ben là, j'ai le travail à faire dans ma direction TI d'actualiser ma gouvernance, ma feuille de route, mon budget, mon organigramme, comme on a dit tantôt, et de m'assurer de fournir, d'offrir la pérennité de connaissances, de disponibilité et tout le volet de sécurité à mon organisation. En tant que CIO, je suis responsable de bien des choses, mais je suis responsable de ces deux éléments-là. Et je me répète, les dirigeants TI, vous êtes transversal, vous avez une vue transversale de l'organisation. On se cantonne beaucoup trop souvent comme dirigeant TI dans la petite bulle technologique qu'on voyait tantôt du People Process technologique. Il faut s'élever là-dedans. C'est une sacrée belle opportunité. Là, je m'adresse à mes collègues dirigeants TI, là.
Le contexte actuel est extraordinaire pour vous pour identifier des opportunités dans votre organisation, de voir le verre à moitié plein et de vous démarquer et de contribuer à votre organisation aussi. Le mot de la fin, en une phrase, c'est quoi le rôle du CIO en 2025? Ben, moi, j'aime bien utiliser que c'est le CIO et la conscience technologique de l'organisation. Hein. J'ai la conscience financière, j'ai un CFO, j'ai la conscience des opérations, j'ai ma conscience des ressources humaines. Ben, mon CIO, c'est la conscience technologique qui est un pilier de leadership dans l'organisation pour guider, appuyer mon organisation de façon stratégique. Donc, ça me donne quasiment envie de retourner en poste, moi, le Oui. contexte sanitaire. OK, on va continuer avec des questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le Q&A. Donc, on va prendre quelques minutes avant de terminer pour répondre à des questions. J'ai une question. Donc, j'y vais avec la première question. Dans mon entreprise, c'est difficile de connaître les objectifs organisationnels comme le plan stratégique. Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher ces éléments importants? Oui, c'est une excellente question. Puis je l'ai vécu aussi où les TI ne faisaient pas partie de la direction en tant que telle. Euh, Malheureusement, il y a trop d'organisations qui sont dans cette posture-là. Donc, les TI n'ont pas la visibilité nécessaire pour assumer et appuyer l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, Anita, on doit quand même avoir une posture de leader et on doit, si on est au comité de direction, tant mieux, on emmène le point à l'agenda. Et on dit, groupe, moi j'aimerais emmener le point à l'agenda. Est-ce que le contexte actuel, je nous invite à réfléchir, impacte notre mission, notre vision, comment ça touche nos objectifs stratégiques? Si je ne suis pas comme dirigeant TI sur le comité de direction, faites-vous inviter. Emmenez les beignes, le café, faites-vous inviter. Et si ça, c'est pas possible non plus, allez prendre un café avec le président de votre organisation, avec le dirigeant de votre organisation pour adresser ces discussions-là et de voir, boss, la situation actuelle, comment ça nous impacte, comment ça touche notre vision, notre mission, nos objectifs stratégiques. Moi, je veux être sûr qu'avec les TI, je t'en appuie de façon cohérente et sachant que le contexte actuel dérange beaucoup avec toute l'incertitude, qu'est-ce qui change là-dedans? Qu'est-ce que je dois adapter, moi, là-dedans? Donc, faut oser, osons comme leader technologique. Merci. J'ai une autre question. Je pense que tu en as parlé un petit peu. S'il n'y a pas de CIO, de chef TI dans mon organisation, est-ce que je passe à côté des opportunités? Oui, cette question-là doit venir d'un dirigeant qui n'est pas TI ou qui a peut-être les TI sous lui sans être dirigeant des TI en tant que tel. D'abord, j'oserais dire, puis je ne sais pas, mes collègues CIO, là, qu'est-ce qu'ils en pensent? D'abord et avant tout, le leadership des TI, c'est quoi? Avant d'être un humain qui occupe une chaise, c'est un rôle. C'est un rôle avec des responsabilités et de l'imputabilité. Donc, est-ce que dans mon organisation-là, est-ce que dans mon organisation-là, est-ce que dans mon organisation, ce rôle-là existe? Avant même d'avoir un humain qui est assis dans la chaise, est-ce que ce rôle-là fait partie de la culture de mon organisation? S'il ne fait pas partie de la culture de mon organisation, ce qui semble être le cas là, de la personne qui nous pose la question ici, je pense qu'il y a vraiment un questionnement à avoir à l'interne parce que les TI ne peuvent pas être stratégiques, ne peuvent pas être un incubateur d'innovation, d'être une locomotive si on ne croit pas au rôle stratégique des TI. Si le rôle existe, par contre, mais qu'il est assumé par deux, trois personnes ou par quelqu'un qui n'a peut-être pas la spécialité, ben autant dans ce cas-là que dans le cas où le rôle n'existe pas, je vais faire une joke plate, appelez-nous.
on va en jaser. On peut aider à la réflexion là-dedans. On le fait régulièrement aussi de voir comment les TI peuvent et doivent être stratégiques dans l'organisation. Mais est-ce qu'on passe à côté d'une opportunité si on n'a pas ce rôle-là? Tout à fait. Tout à fait. On va gérer juste l'installation de PC, puis ça, c'est pas stratégique. J'ai une autre question, tu sais, semblable, toujours dans le même contexte où il y a l'absence d'un CIO au comité de direction. La personne demande quelles sont les compétences à développer pour bien répondre aux exigences. Ah, euh, il y en a une qui me vient en tête, communication. Euh, Communication, très important. On a fait un webinaire, mon collègue Pierre et moi, à l'automne, justement sur le rôle du CIO, et on revenait beaucoup sur l'aspect de communication. Et c'est un élément qui fait défaut dans, je dirais, plusieurs organisations qui nous appellent d'ailleurs. Communication dans le sens que le dirigeant d'ETI va dire, ah, la direction ne comprend pas ma réalité. Puis là, moi, Mm. quand je parle à la direction ou aux dirigeants de l'organisation, je commence à voir avec l'ETI, ils vont me dire, je ne comprends pas quand ils me parlent. Et je lui demande d'avoir une vue transparente sur l'état des TI, puis il me donne des statistiques d'incidents. J'en ai rien. Puis là, je dis vraiment quelque chose qu'on m'a dit, Anita, là, c'est un cas vécu. J'en ai rien à foutre, moi, des incidents. Je le paye pour qu'il règle. Mais comment qu'il Mm. m'aide dans ma transformation, dans mon innovation, par contre? Et c'est là que le volet communication devient important. Donc, d'avoir une posture de leader, ça c'est correct et c'est très important, mais d'être capable aussi de parler TI à mes gens, mais de parler affaires aux affaires. Et c'est ça, je dirais, la plus grande qualité. Et j'ai énormément de cicatrices dans ma carrière, je peux vous dire là-dessus, parce que j'étais pourri là-dedans. Je parlais tout le temps TI, tout le temps technologique, et mon message ne résonnait pas. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à temps qu'un grand sage vienne m'expliquer, Eric, il faut que tu parles affaires à ces gens-là. OK? Fait que je ne vais pas lui présenter des statistiques. Ça, c'est un exemple, là, mais juste pour illustrer, de parler de statistiques d'incidents. Il te paye pour les régler, ça. Mais elle est vraiment dans l'élément de communication, d'apprendre à parler affaires. Puis peut-être aussi aller suivre des cours hein, au niveau de la gestion d'entreprise, la finance, la comptabilité, comprendre mon secteur d'activité. Si je suis dans le manufacturier, d'aller comprendre comment ça marche, aller marcher l'usine, aller rencontrer vos collègues de la direction à ce niveau-là pour aller comprendre la business. Donc, communication et être curieux. Je veux comprendre ma business, je veux comprendre mon organisation dans une perspective affaires, comprendre la réalité du président, me mettre dans ses souliers. C'est vraiment une bonne question, puis des réponses pertinentes. Une autre question, comment jongler entre l'offre grandissante d'environnement et de collaboration et les lois liées à la sécurité de l'information qui restreint de plus en plus l'utilisation de cette technologie? Hi, excellente question. Euh, bon, il me vient quelque chose en tête. Si on est dans le secteur privé ou dans le secteur public, on a deux contextes différents ici, hein. Parce que le secteur public, bon, on le sait, il peut être un petit peu plus contraignant là, de par la pression qu'on met sur les organismes publics d'être transparentes. Si on a, je pense, puis des expériences vécues aussi avec les clients, si on a des processus matures, je vais être en mesure de gérer ces contraintes-là qui me sont imposées. OK? Sinon, je suis toujours en mode pompier. Je suis toujours en train d'éteindre des feux. Je suis toujours en train de répondre aux derniers incidents, à derniers éléments qui sortent ou contraintes que j'ai. Et c'est pas facile parce que ça nous demande de prendre le temps de faire les choses correctement en amont, d'avoir les bons processus qui vont faire en sorte que mon organisation puis les TI tout ensemble, on va être capable d'absorber toutes ces réglementations-là qu'on a. La loi 25 est un bel exemple hein, qui s'applique à toutes les organisations, là, de 5 employés à n'importe qui.
Mais si on a les bons processus, la bonne méthodologie de gestion de projet, aussi, peu importe la taille de l'organisation, si on est bien structuré en gestion de projet, c'est un élément qui va nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Se mesurer aussi, ça me vient à l'esprit pour toujours s'améliorer. J'améliore pas ce que je mesure pas et ce que je ne connais pas. Donc, si je suis dans une optique ou dans mes trois bulles de tantôt, je suis juste technologique, je perds une grande visibilité. Si je m'intéresse au volet personnes et processus et tout le maillage qu'il y a entre ces éléments-là, là, je devrais être en mesure de me mesurer et de voir ce que je peux améliorer, mais la maturité de mes processus. Puis excusez-moi, mais les données processus, c'est ce qui nous fait le plus mal dans les organisations quand ils ne sont pas matures, pas définis. Et on recommence toujours les mêmes affaires d'ailleurs, si nos processus ne sont pas sur la coche, comme on dit. Donc, je pense que c'était la dernière question. Je vais juste vérifier si on a pas reçu une autre question entre-temps. Non, c'est la dernière question. Puis, je pense qu'on est dans nos temps là, aussi. Excellent. Je vais te laisser faire le mot de la fin. Ben, d'abord, merci Anita, tu as super bien fait ça. Je sais que ça te stressait. Oui, vraiment beaucoup. T'as super bien fait ça. Merci à tout le monde. Si vous voulez brasser des idées, poser des questions, bon, vous avez toutes les coordonnées pour nous rejoindre via notre site web aussi. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous à notre newsletter. Notre newsletter donne beaucoup d'informations sur les webinaires à venir, les webinaires passés. Puis les CIO, souvent, je suis convaincu, pour l'avoir vécu, vous vous sentez toute seule dans votre organisation. Appelez-nous, on est là, on comprend votre réalité, puis on peut vous aider, vous donner des outils, au moins brasser des idées ensemble. Donc, merci tout le monde. Merci Anita. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde, au plaisir. Bon après-midi.